bonjour à tous et merci d'être là pour m'écouter. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon mémoire de fin d'études autour de la problématique qui est vers une nouvelle structuration de la filière apicole réunionnaise dans le contexte de crise varroa. Quel levier potentiel? Donc, comme disait Olivier juste avant, cette étude, elle s'est réalisée grâce au financement de l'Europe via le FEADER et notamment dans le cadre du réseau RITA, Réseau d'innovation et de transfert agricole dans les Outre-mer. Et donc, au sein du GDS Réunion, le GDS Réunion, c'est un groupement de défense sanitaire, un organisme à vocation sanitaire, c'est plus ou moins une délégation de l'État, en tout cas, c'est un relais de l'État pour garantir la qualité sanitaire des cheptels réunionnais, donc pas que dans l'apiculture, mais aussi dans beaucoup d'autres élevages sur toute l'île. Et donc, comme disait Olivier aussi juste avant, c'est la DAF qui, dans le cadre aussi du réseau RITA, souhaitait développer l'approche économique de la filière apicole. Et donc, c'est adressé au GDS Réunion pour, pour développer cette approche. Et c'est ainsi que le GDS est devenu donc un acteur un peu plus général, systémique, en sortant de sa vocation sanitaire. Donc, cette présentation, elle va se dérouler en 4 parties. En première partie, le contexte, où je vais vous présenter la Réunion et ses caractéristiques rapidement, avec l'histoire de la filière et tous les acteurs qui la composent. En deuxième partie, la problématique et la grille d'analyse que j'ai utilisée dans le cadre de cette étude. Ensuite, les résultats pour tenter de répondre à différentes sous-questions de la problématique. Et enfin aussi, essayer de proposer quelques pistes de structuration pour la filière apicole réunionnaise. Donc ici, à La Réunion, on a l'abeille Apis mellifera unicolore. C'est une abeille métissée qui est aussi à l'image de la population réunionnaise. C'est le résultat de différents mélanges qui ont eu lieu dans l'histoire de la filière. Et donc, on est sur l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est une île qui se trouve entre Madagascar et Maurice dans l'océan Indien. C'est un département d'outre-mer français qui a un climat tropical humide, donc l'été austral de novembre à avril, avec une période cyclonique plutôt en janvier et février, et un hiver austral de mai à octobre, et aussi plusieurs altitudes qui sont présentes et des reliefs montagneux, donc des microclimats un peu sur toute l'île. Donc l'île, c'est un DROM, département et région d'outre-mer français, avec 2 secteurs, une côte sous vent et une côte au vent, qui a des échanges commerciaux principalement avec la métropole et l'Union européenne, un peu aussi avec les régions périphériques comme Maurice, Madagascar ou autres. Il y a une urbanisation croissante qui s'observe sur l'île, avec notamment la construction d'une nouvelle route du littoral. Et aussi au centre de l'île, en fait, c'est principalement constitué du parc national de la Réunion, donc c'est assez intéressant aussi dans le domaine apicole pour toutes les ressources florales. Et donc aussi ses caractéristiques plus sociales. Il faut savoir qu'à la Réunion, c'est insulaire, donc elle a des particularités au niveau de l'insularité. Il y a des relations sociales qui sont historiques, qui font que parfois il y a des méfiances entre individus du simple fait qu'ils appartiennent à telle ou telle communauté ou à telle ou telle famille. Des fois, et puis souvent, c'est aussi les mêmes personnes depuis quelques années. Donc, il y a aussi de nombreux, ce qu'on appelle ici les ladis-la-fée en créole ou commérages en français, ce qui fait que, on va souvent dire des choses sur les autres, etc. Et les informations tournent très rapidement. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte dans le cadre de toute l'analyse et de toute l'étude que j'ai faite. C'était assez important. Donc, après vous avoir présenté les différentes caractéristiques de l'île, je vais essayer de vous faire rapidement l'historique de la filière apicole. Avant 1964, c'était principalement des ruches en tronc d'arbre, des ruches bombardes. C'est en 1964 qu'il y a un centre de vulgarisation apicole qui se met en place au Tampon, où là, il y a l'avènement de la ruche format Bourbon, c'est un format local de ruche, et de l'importation de rennes pour repeupler l'île. Donc, c'est un peu ça qui a donné le mélange aussi un peu de l'abeille qu'on a actuellement. C'est en 67 ensuite qu'on a la Copémiel, c'est une coopérative d'apiculteurs qui voit le jour. Là, il y a des premières subventions qui sont attribuées aux apiculteurs pour les équiper en ruches à cadre mobile.
Et donc au début, elle était au Tampon, et c'est dans les années 2000 qu'elle est passée. Le Tampon, c'est dans les hauteurs du sud de l'île. Elle est passée à Saint-Joseph, plus proche du littoral, où là, on observe aussi une forte concentration d'apiculteurs. En 1976, il y avait plusieurs problèmes sanitaires présents sur l'île. Donc, la gestion sanitaire, elle est confiée à l'ex-DSV, Direction des services vétérinaires. Donc, aujourd'hui, c'est un des services de la DAF Réunion. Donc, la DAF Réunion, ça représente le ministère de l'Agriculture au niveau local. Et donc, là, il y a aussi des aides financières qui sont données autres qu'aux apiculteurs coopérateurs et qui donc les incitent à utiliser des ruches à cadre. C'est en 81 qu'il y a un vétérinaire qui arrive sur l'île pour mettre en place un plan de lutte contre la nosémose et la cariose, ces deux maladies des abeilles. Ensuite, en 96, s'est créé le syndicat apicole de la Réunion, le SAR, pour défendre les intérêts des apiculteurs et aussi les regrouper. C'est en 2007 ensuite qu'on a l'ADA, l'Association de développement de l'apiculture de la Réunion, qui voit le jour. Donc là, elle a été créée pour regrouper tous les apiculteurs de métiers professionnels qui souhaitent donc obtenir de leur production apicole un revenu. Ensuite, en 2009, on a la crise de la mouche bleue. En fait, la mouche bleue, c'est une mouche qui a été introduite au sein de 2 secteurs de l'île contre la vigne marrogne. Et ça a eu beaucoup d'impact pour les apiculteurs à l'époque parce qu'ils ont dû changer leurs pratiques puisqu'il n'y avait plus cette espèce mellifère dans ce secteur-là de l'île. C'est ensuite en 2011 que la branche apicole au GDS voit le jour. Elle est mise en place lorsque la déclaration de rucher passe par GDS France, sous-traitant de l'État. Et donc, c'est là aussi où arrive Olivier Hainaut. Donc, il est arrivé en 2010, mais je crois que c'est qu'en 2011 ou 2012 qu'il a vraiment été vétérinaire apicole. Ensuite, en 2017, le fameux varroa qui est dans ma problématique. C'est un acarien qui se nourrit des corps gras de l'abeille et qui peut transmettre des virus. Donc, en termes sanitaires, c'est très important d'en prendre compte. Et là, Benoît Jobard, qui est présent, pourra en parler beaucoup mieux que moi. Et ensuite, en 2020, la démarche AOP qui a commencé à voir le jour, même si les discussions se sont plus déroulées là cette année, en 2021. Donc, si on résume, en 2017, la crise varroa, ça a augmenté le nombre d'apiculteurs déclarés parce qu'il y a eu de plus en plus d'adhérents au GDS. Avant, on avait autour de 150 apiculteurs déclarés. Maintenant, on en a autour de 700. Mais il y aurait environ 900 apiculteurs sur l'île, tout type confondu. Ça, c'est le résultat d'une base de données compilée des 3 dernières années des adhérents du GDS. Et il y aurait environ 150 apiculteurs qui ont plus de 60 colonies. Donc, après vous avoir présenté un peu toutes ces caractéristiques, voilà un peu le système d'acteurs que j'ai construit du monde apicole à La Réunion. Donc, au centre, on a les apiculteurs qui interagissent avec plusieurs catégories. Les agriculteurs, notamment pour poser des ruches ou des terrains, il y a aussi les particuliers, des consommateurs pour la vente, les institutions donc étatiques ou non qui agissent de plus ou moins loin dans la filière. Donc là, on voit certaines personnes qui en font partie, qui sont là aussi aujourd'hui et qui nous écoutent. Les financeurs de la filière par des aides directes ou indirectes pour les apiculteurs. Les entreprises et secteurs privés, notamment, il y a un seul vendeur de matériel apicole sur toute l'île et il y a aussi les jardineries qui s'en occupent et tous les transformateurs, ceux qui achètent principalement le miel pour le transformer. Et enfin, les associations, syndicats et coopératives, c'est toutes ces institutions-là avec lesquelles j'ai échangé le plus durant mon stage. Donc, ce qu'on a pu observer là, c'était des difficultés d'échange entre certaines structures, comme on a vu avec l'historique, par exemple, le CIRAD et la mouche bleue. Et donc, c'est ce qui a permis de préciser la problématique de l'étude et de pouvoir se concentrer sur les différents problèmes qui étaient observés dans la filière. Donc là, je vais vous présenter la problématique et la grille d'analyse. Donc, la problématique, c'est quels leviers potentiels peuvent permettre une nouvelle structuration de la filière apicole dans le contexte de la crise varroa. Donc, les sous-questions qui apparaissent un peu de cette grande problématique, c'est comment les différents acteurs de la filière ils analysent tous ces problèmes, quelles solutions ils proposent, comment ils interagissent autour de tout ça.
quels ont été les changements de pratique, par exemple, suite à l'arrivée du varroa. En tout cas, quelles sont les pratiques actuelles? Est-ce que la mise en place de l'AOP ou encore du plan de sélection, c'est un plan de sélection qui est en train d'être mis en place dans le cadre de la lutte contre le varroa, pourrait être aussi un moyen de dynamiser la filière? Donc, c'est toutes les questions que je me suis posées. Donc, finalement, les principaux objectifs de cette étude, c'était d'effectuer un état des lieux de la filière et d'identifier, évaluer et proposer diverses options qui pourraient contribuer à la structuration de la filière. Donc pour ça, j'ai utilisé une grille d'analyse que j'ai construite un peu en 2 parties. L'idée, c'est de comprendre les interactions entre structures et apiculteurs, et entre les structures et entre les apiculteurs. Donc au niveau des structures, je me suis concentrée principalement un peu plus sur tout ce qui est aspect aux règles et à la gouvernance qui règne au sein de ces structures, parce que c'était ce qui paraissait le plus opaque et c'était c'était les informations que j'avais le moins. Donc pour ça, j'ai enquêté à la fois des membres du conseil d'administration, mais aussi des adhérents de ces structures-là, pour mieux comprendre comment ça se passait au sein de ces structures. Et après, au niveau des apiculteurs, je me suis basée sur des travaux de l'ITSAP, justement, sur le projet durabilité des exploitations apicoles, et ça m'a permis de brosser le maximum de problématiques que pouvait rencontrer un apiculteur sur le terrain, qu'il soit apiculteur de loisirs ou professionnel. Donc, j'ai choisi une méthode qualitative pour cette étude, parce que là, le but, c'était de comprendre vraiment tout ce mécanisme d'interaction et à la fois les démarches individuelles et collectives des apiculteurs. Et ça permet aussi de mettre en évidence toute la complexité de tous ces échanges sociaux, de tous ces phénomènes sociaux, en analysant tous les processus qui se déroulent au sein de la filière. Donc, pour collecter ces informations, j'ai d'abord fait de la bibliographie, j'ai exploité toutes les études existantes et les bases de données, notamment celles qui ont été compilées sur les 3 dernières années. Là, j'ai utilisé des articles mais qui avaient sujet avant 2017. Donc, du coup, je n'avais pas forcément une réelle image de l'apiculture, mais ça permettait d'avoir des premières informations sur ce qui se passe actuellement. Ensuite, j'ai enquêté auprès des structures avec ma grille d'analyse côté structure, un peu toutes les structures donc, que je vous présentais, les associations, coopératives, etc. Mais aussi, par exemple, l'ONF, l'Office national des forêts, parce qu'il y avait un sujet sur l'attribution des ruchers sur lequel qui m'intéressait de comprendre un peu mieux comment ça se passait, et parce que l'ONF délivre des concessions forestières pour y poser ces ruches, moyennant de l'argent. Ensuite, les enquêtes auprès des apiculteurs avec un guide d'entretien que je vais vous présenter juste après, et l'observation participante, où là, j'ai participé à de nombreux échanges, notamment dans le cadre de l'AOP, mais aussi dans le cadre de comités de coordination filière. C'est la photo qu'on a pu voir juste avant, où là, on a échangé principalement avec le syndicat, l'ADA, la Copémiel, et aussi quelques représentants de la mielerie collective, de l'association de la maison d'apiculture de La Réunion. Donc, pour échantillonner, j'ai d'abord fait une pré-typologie avec cette base de données compilée, et j'ai sélectionné 2 critères principalement, donc le nombre de colonies et les adhésions ou non aux structures. Donc, pour ça, heureusement, j'avais la base de données des adhérents ADA et Copémiel. Et pour trouver des indépendants, j'ai aussi utilisé mon réseau personnel. Après, au bout de 15-20 enquêtes, j'ai modifié ma typologie initiale et j'ai voulu rencontrer davantage d'apiculteurs agriculteurs. Donc, j'ai sélectionné l'activité principale de l'apiculteur, et pour avoir cette information, je me suis informée auprès des techniciens terrain du GDS qui, eux, connaissent leurs adhérents, et ce qui m'a permis de pouvoir avoir rapidement des possibles enquêtés. Donc, pour tout ça, j'ai utilisé le principe de saturation de l'information qui dit qu'au moment où chaque nouvelle enquête n'apporte pas d'éléments nouveaux et que tout ce qui remonte, ça correspond à toutes les informations qui ont déjà été prises, alors là, on peut commencer à créer une typologie beaucoup plus précise. Donc, l'entretien des apiculteurs, il se réalisait en français ou en créole réunionnais. J'utilisais un guide d'entretien semi-directif. J'ai choisi aussi de ne pas enregistrer parce que justement, comme on a vu, il y avait une méfiance liée à l'historique et notamment de
de GDS qui représente plus ou moins l'État pour certains apiculteurs. Donc, j'ai finalement bien fait parce qu'il y a beaucoup d'apiculteurs qui me demandaient de ne pas l'écrire ou de ne pas le dire. Et c'était au moment où je fermais mes notes écrites que là, ils commençaient à se délivrer et à dire de plus en plus de choses. Donc, le but du guide d'entretien semi-directif, c'est d'avoir la confiance de la personne qu'on a en face de nous. Et c'est plus un échange avec l'apiculteur que réellement des questions comme si on répondait à un sondage. Donc là, j'ai abordé les 5 points qui sont présentés juste ici. Donc là, je vais passer à la partie résultats. Les résultats, il faut les mettre en parallèle avec tous les questionnements qu'on se posait au départ, à savoir quel type d'apiculteurs compose la filière, quelle production et circuit de commercialisation, quels sont leurs besoins et les moyens disponibles, leurs interactions, leurs pratiques actuelles et voilà, est-ce que cette mise en place de l'AOP ou du plan de sélection, ça pourrait être un moyen de dynamiser la filière. Donc, voilà la typologie que j'ai pu trouver, que j'ai pu élaborer dans le cadre de cette étude. Donc, en tout, on a 4 types d'apiculteurs qui sont ressortis. Les apiculteurs de loisirs qui, eux, ont entre 1 et 59 colonies. Ils font ça principalement pour leur consommation personnelle ou pour le don ou la vente à la famille ou un cercle restreint au niveau du travail, etc. Alors, il faut savoir que ce n'est pas forcément légal, mais ça se fait beaucoup. Ensuite, les apiculteurs en projet professionnel qui ont entre 30 et 59 colonies et qui augmentent leur cheptel petit à petit en fonction de leurs moyens. Les plus réactifs, alors dans les plus réactifs, il y a aussi rajouté des personnes qui avaient des indemnités telles que le RSA ou la retraite. Dans les plus réactifs, il y a les agriculteurs, apiculteurs, il y a les personnes qui ont une autre activité à 35 heures, des activités de bureau, ou, enfin, voilà, ça peut être des cadres, des infirmiers, ça peut être plein de choses différentes. Et donc, eux, ils ont entre 30 et 200 colonies. Et c'est eux qui composent majoritairement les apiculteurs de métier, donc qui en dégagent un revenu, en tout cas non négligeable. Et ensuite, les apiculteurs exclusifs, qui seraient au nombre de 20 à peu près sur l'île. Donc, j'ai pu enquêter presque la moitié. Et là où ils ont entre 200 et 600 colonies. Alors, parfois, ils sont plusieurs dans l'exploitation, mais voilà, je n'ai pas pu tous les enquêter parce qu'ils n'étaient pas forcément tous intéressés à ce que je les enquête. Donc, j'en ai enquêté au total 34 sur l'ensemble de l'île. Et notamment, principalement dans le sud, parce que c'est là aussi où se trouvent majoritairement les apiculteurs, mais je me suis aussi intéressée à me déplacer dans l'Est, parce que c'est aussi un endroit où le GDS était beaucoup moins implanté, donc je voulais vraiment bien comprendre les problématiques de tous ces apiculteurs dans cette zone-là. Donc, j'ai enquêté à la fois des apiculteurs déclarés et non déclarés. Alors, pour déclarés et non déclarés, il y a différentes façons de voir les choses. Il y a déclarés, ils ont déclaré leur ruche au niveau de la DAF, mais ils peuvent aussi avoir déclaré leur ruche au niveau de la DAF, mais donc de l'État, mais vendre au noir de manière informelle en n'ayant pas de numéro SIRET, ou en tout cas en ne déclarant pas leur vente. Donc, j'ai pu enquêter ces 2 types d'apiculteurs. Je n'ai pas pu enquêter d'apiculteurs qui ne déclaraient pas leur ruche à la DAF, mais j'ai pu en connaître leurs amis et échanger un peu sur cette problématique. Et donc là, j'ai enquêté des personnes de toutes les structures et aussi voilà, les indépendants et de l'association Apiculture Réunion qui, elle, fait beaucoup de formations auprès des apiculteurs de loisirs. Donc, quelle production et circuit de commercialisation on retrouve ici à La Réunion? Alors, principalement du miel. Les prix du miel, ça peut varier de 10 € à 28 €, principalement pour le miel de baie rose, de forêt et de toute fleur. Le laitier peut monter jusqu'à 38 €. Il y a aussi de la propolis, du pollen, des essaims, des rennes et aussi du zanac. Le zanac, mais alors lui, il ne va pas être vendu et il est beaucoup moins consommé. Zanac, ça vient du malgache Zanaka. Petite dédicace à mes amis qui m'écoutent depuis Madagascar et donc qui correspond au larve d'abeille. Et ensuite, tous les circuits de commercialisation. Le principal circuit de commercialisation qu'on trouve sur l'île, c'est la vente directe, soit par le bouche à oreille, en bord de route, sur les marchés ou via des livraisons. Après, il y a quelques apiculteurs qui font de la vente semi-gros, donc qui vont soit revendre à des personnes qui vont revendre sur le marché, soit à des transformateurs ou directement à des restaurateurs. Là, c'est principalement avec des seaux de 20 kilos. Et aussi
de la vente en gros, mais là, principalement entre apiculteurs. Il pourrait y avoir des fûts qui seraient envoyés à l'exportation, mais là, je n'ai pas rencontré aucun apiculteur qui le faisait actuellement, en tout cas, peut-être que ça s'est fait entre-temps. Donc, il y a de la vente à la fois informelle et formelle. Quels sont les besoins et les moyens disponibles des apiculteurs actuellement sur l'île? Donc, les besoins, déjà, il y a quelque chose qui est beaucoup ressorti de mes enquêtes, c'était le manque de matériel apicole et les pénuries qui étaient largement observées sur l'ensemble du territoire de La Réunion. Et aussi le manque de formation dans l'ensemble de l'île et un souhait aussi des apiculteurs d'avoir davantage de recherches sur l'abeille locale et le varroa, l'apiculture et tout ce qui concerne le changement climatique, mais aussi des interactions plantes-abeilles. Donc ça, il y a des moyens humains qui sont mis en place en face. Il y a notamment aussi la thèse universitaire de Benoît sur tout ce qui est le varroa. Et aussi un manque d'accompagnement technico-économique, où là, on observe une certaine défaillance de la part des structures actuelles, et notamment de la Chambre d'agriculture qui doit accompagner les apiculteurs dans leur demande de subvention. Et c'est là où justement, il faudrait mettre davantage de moyens humains en face. Après, il y a aussi la subvention départementale qui est mise en place pour la lutte contre varroa, notamment en finançant 80% des traitements sanitaires pour l'ensemble des apiculteurs, qu'ils soient de loisirs ou de métier. Donc, ça permet aussi de pallier à certains manques et besoins des apiculteurs. Quelles sont les interactions entre apiculteurs? Alors là, c'est un schéma un peu complexe. On a d'abord les apiculteurs qui sont isolés, qui ne font pas partie de la filière, ou qui peuvent être en groupe ou individuels. Alors parfois, justement, ils ont quand même des interactions avec des autres apiculteurs qui en font partie, ou ils se connectent via le réseau social Facebook, qui est un réseau où il y a de plus en plus d'apiculteurs qui échangent. Ensuite, on a les coopérateurs, ceux qui font partie de la Copémiel de Bourbon, qui, pareil, soit ils sont en groupe, soit ils sont de façon individuelle. Le groupe de transfert qui est actuellement mis en place dans l'Est est animé par le technicien GDS, avec des rencontres en présentiel et des rencontres aussi et des échanges très régulièrement dans le groupe WhatsApp. Ensuite, les groupes d'entraide, donc ça, c'est des apiculteurs qui entre eux échangent, et aussi parfois peuvent échanger directement avec le GDS. Ou sinon, ça peut être aussi des apiculteurs individuels. Les groupes associatifs, donc là, notamment l'association Apiculture Réunion, mais il en existe d'autres. Et les conseils d'administration, où là, on retrouve à peu près les mêmes personnes dans les différents conseils d'administration depuis plusieurs années sur l'île. Et notamment, 50% du conseil d'administration de l'ADA est composé des mêmes administrateurs du syndicat et de l'association de la Maison de l'Apiculture, qui elle-même a été mise en place par des membres du syndicat et qui est composée à peu près des mêmes personnes. Donc là, dans le syndicat et de la Maison de l'Apiculture, on a les mêmes personnes depuis sa création. Et en parallèle, on a le technicien apicole de la Chambre qui fait partie de la Maison de l'Apiculture, et qui participe à de nombreux conseils d'administration et aide à l'organisation de l'Assemblée générale, notamment de l'ADA, qui a d'ailleurs lieu demain. Donc, j'irai voir les apiculteurs demain. Et donc, on peut se poser une question sur un certain conflit d'intérêts et la place de ce technicien apicole de la Chambre dans la filière. Ensuite, la question, c'est quelles sont les pratiques actuelles? C'était un peu pour répondre, est-ce qu'il y a eu des changements de pratiques aussi depuis l'arrivée du varroa? Alors là, je ne pourrais pas y répondre très clairement avec des chiffres, mais en tout cas, je pense avoir la diversité des pratiques qui se déroulent sur l'île. Il y a plusieurs formats de ruches, notamment les bourbons qui étaient beaucoup utilisés, mais de plus en plus, les langstroth et les dadans sortent et sont de plus en plus utilisés. Le nourrissement qui avant était beaucoup moins pratiqué selon les dires de plusieurs apiculteurs et qui maintenant commence à être de plus en plus pratiqué, notamment à cause du varroa. Donc, soit par du candy, c'est du miel et du sucre, c'est solide, et le sirop, c'est plutôt liquide avec de sucre et de l'eau, ou sinon du miel aussi directement. Et les méthodes d'extraction, là, soit de manière collective ou de manière individuelle,
où là, voilà, on a des apiculteurs, soit qui ont leur propre mielerie, soit qui utilisent celle de la coopérative ou de la mielerie collective depuis ce début d'année, ou qui partagent leur mielerie. Et après, il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas de mielerie tout simplement et qui font ça comme ils peuvent quelque part dans la cuisine, un garage ou même parfois à l'air libre. Donc ça montre aussi la diversité des pratiques. Donc on ne peut pas répondre. Il faut aussi penser les services en fonction de ces diversités. Et donc ça varie beaucoup en fonction des apiculteurs. Ensuite, on a la lutte contre le varroa, et là, on observe notamment plusieurs apiculteurs qui utilisent des choses non autorisées par l'État, et notamment en s'approvisionnant en acide oxalique de quincaillerie et en commandant en France métropolitaine. Ensuite, on a des renouvellements de cheptel qui sont très variés en fonction des apiculteurs. Des fois, ils vont faire leurs propres rennes ou faire leurs propres essaims, ou même parfois aussi collecter des essaims sauvages. Et des apiculteurs qui transhument ou non. Alors, ceux qui ne transhument pas, en général, c'est aussi beaucoup d'apiculteurs de loisirs. Et les apiculteurs de métier, ils transhument à peu près tous, en tout cas ceux qui sont apiculteurs exclusifs. Ensuite, la question, c'était l'appellation d'origine protégée. Est-ce que ça pourrait être un moyen de dynamiser la filière? Donc, j'ai posé la question aussi aux apiculteurs sur terrain. Alors, il y a eu des avis très divergents. Il y en a qui étaient pour la mise en place de cette AOP, d'autres qui émettaient plusieurs points de vigilance et d'hésitation à la mise en place de cette AOP. Donc, pour la mise en place, c'était que ça faisait une meilleure traçabilité. Il y avait davantage de vision aussi sur la qualité du miel qui est vendu, l'augmentation du prix peut-être aussi de vente du miel. Mais en même temps, en face, on a une absence d'intérêt car il n'y a pas vraiment de concurrence pour le miel de La Réunion, en tout cas à La Réunion, puisqu'on ne produirait pas assez par rapport à tout ce qui est consommé localement. Et il y a déjà une marque produit pays qui correspond déjà aux attentes de certains apiculteurs, donc, qui est aussi un label local. Et il y a aussi potentiellement des coûts à prévoir pour faire partie de la démarche et des contraintes auxquelles les apiculteurs ne veulent pas répondre. Et aussi, pour certains, le souhait de rester indépendant et anonyme, et donc de ne pas faire partie d'un projet collectif, notamment les apiculteurs qui vendent de manière informelle ou qui bénéficient du RSA. Ensuite, le plan de sélection, dont là, l'objectif, c'est d'identifier et de reproduire des colonies qui sont intéressantes au niveau de la production apicole et qui sont moins sensibles à varroa sur l'île. Donc là, même chose, des avis très divergents de la part des apiculteurs, notamment sur le choix des apiculteurs qui font partie de ce plan de sélection, mais aussi de la méthode qui est utilisée dans le cadre de ce plan de sélection, et plus largement une méconnaissance sur le sujet, et ils souhaitent davantage de communication et des formations pour s'informer justement sur tout ce qui concerne la sélection. Donc, si on fait une synthèse de tous ces résultats, il y a de nombreux acteurs avec des relations complexes, des conflits et des non-dits, une diversité d'apiculteurs avec des objectifs, des visions et des pratiques très différentes, un manque de moyens humains au sein des structures d'accompagnement qui commencent petit à petit à être palliés via de nouveaux financements, et aussi une dynamique autour de l'AOP, notamment à questionner selon les points qui ont été abordés juste avant. Donc là, je vais essayer de vous présenter quelques pistes rapidement de structuration de la filière que j'ai pu identifier. Donc déjà, la première piste, c'était de développer et de consolider les temps d'échange entre les apiculteurs, de mutualiser les moyens de production et de récolte, notamment peut-être en mettant en place une nouvelle coopérative, ou en tout cas en développant les échanges, par exemple, de matériel, puisqu'on a vu qu'il y avait un manque de matériel et parfois du matériel apicole non adapté, donc en mettant en place des CUMA pour le prêt de matériel. Accompagner davantage au niveau technico-économique les apiculteurs professionnels, et notamment en proposant un poste d'animateur, d'animatrice filière au sein de l'ADA, qui pour l'instant n'a pas de salariés. Après, il y a aussi la mise en place de la démarche AOP, même si on peut la questionner, ça pourrait aussi permettre aux apiculteurs de se regrouper sur un objectif commun, et peut-être aussi de mettre de côté un peu les conflits et tous ces non-dits au sein de la filière, de se regrouper pour un même objectif.
Et enfin, de regrouper des actions pour la filière au sein d'une même structure dédiée, pourquoi pas un institut apicole tropical, en tout cas dans la zone, pour pouvoir échanger là-dessus. Et donc, voilà ce que je vous propose et je vous remercie pour l'attention. Merci à toutes et merci de m'avoir écoutée.